Dans votre édition des locales, nous rencontrerons un Varois passionné de boomerang, un lanceur de niveau international qui dans son atelier imagine et fabrique ses propres boomerangs. Déguster une bière, c'est de plus en plus tendance. Nous nous rendrons à Saint-Étienne où la mousse commence à empiéter sur le vin. Mais avant, on débute avec cette polémique concernant le Tour de France. En Moselle, des arbres ont été abattus pour permettre le passage de la Grande Boucle, des travaux qui ont provoqué la colère des associations de défense de l'environnement. Un bout de macadam entre Châtel-Saint-Germain et Amanvillers. Une départementale qui accueillera bientôt le peloton du Tour de France. Pour les associations de défense de l'environnement, ce ne sont ni les coureurs, ni même le bitume, mais bien les abords de la route qui posent problème. Car pour l'événement, ce sont plusieurs dizaines d'arbres qui ont été coupés. Pour nous, c'est une gestion totalement anarchique d'un mode sylvicole, totalement anarchique de la forêt et destructeur, qui n'a pas lieu d'être sur nos forêts ici en France actuellement. Faire des travaux de cette nature en été, c'est quasiment criminel. On ne coupe pas des bois en été, on les coupe en hiver. Selon les autorités, les travaux sont rendus nécessaires pour des questions de sécurité liées à la course. Réponse insuffisante pour le collectif, car à proximité d'une zone écologique sensible, le chantier a été programmé sans concertation, dérangeant une faune et une flore dont certaines espèces sont en pleine période de reproduction. Nous pensons que tout ceci est fait pour permettre aux spectateurs d'assister au spectacle du Tour de France et ne correspond pas du tout à une gestion raisonnable de la forêt. Au plus, quelques centaines de mètres carrés de forêt sont concernés. On est loin d'un désastre écologique, mais à l'avenir, les associations de défense souhaitent surtout plus de concertation préalable. À La Rochelle, une structure d'accueil petite enfance vient d'obtenir le label Écolo Crèche. Cette distinction récompense les établissements qui sont engagés dans une démarche éco-responsable, avec notamment des repas bio, mais pas seulement. Voilà. D'abord, on regarde s'il y a des œufs. Une poule, un œuf par jour. Mais ce n'est pas le seul avantage de ces gallinacées. Elles consomment également les épluchures, réduisent ainsi les déchets. Le potager avec les légumes bio vient aussi conforter les critères d'obtention du label Écolo Crèche. Label tout fraîchement reçu au mois de mai. Une démarche motivée par un sens aigu de l'écologie. L'impact sur l'environnement, c'est le premier. Le deuxième, c'est sensibiliser les enfants à la nature, au respect de l'environnement. Parce que tout petits, eux, ils font partie de la nature. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Alors nous, on pense qu'au contraire, en les faisant vraiment vivre dans la nature, ça leur donne ces éléments-là. Une démarche confortée par les parents puisque la crèche fonctionne sur l'implication parentale. Les plus importants, je pense, dans une structure de vie collective, c'est l'alimentation. Et après, la sensibilisation des enfants à des thématiques comme l'environnement, la culture à travers le jardin, la nature. Vous avez ramassé tout ça? Les repas sont bio ainsi que les produits d'entretien et les cosmétiques pour les enfants. L'environnement fait également partie des points de réflexion. Un spécialiste des ondes magnétiques est venu dispenser quelques conseils utiles. Les téléphones sans fil produisent beaucoup d'ondes et du coup la crèche a changé son système téléphonique et est revenue au téléphone avec fil. Les écolo-crèches sont encore rares dans la région, mais la démarche peut être facilitée par une prise en charge de la caisse d'allocation familiale. Oh, super! On poursuit avec le succès des ateliers de dégustation de bière, un business qui prend de l'ampleur grâce à la multiplication des brasseries. Comme le vin, une bonne mousse se découvre et se savoure, avec modération bien sûr, illustration à Saint-Étienne. Prendre le temps, laisser parler ses sens, avant d'y tremper ses lèvres. Ambiance solennelle. Et pourtant, vous n'assistez pas à une dégustation de vin. Ici, seule la bière a droit aux honneurs. Mais attention, la technique est tout aussi pointue. Donc on peut noter qu'il y a une mousse qui se forme assez présente, assez compacte. Ensuite, au niveau de la couleur, on a une couleur ambrée. Au niveau du nez, alors là, je vais vous demander justement, par rapport à ce que vous connaissez déjà comme arôme, ce que vous pouvez sentir, déceler. Et comme pour le vin, les commentaires sont parfois très subjectifs. Un brune, non? On a le sucré de la banane un peu. Ouais. Un peu, le sucré. Très whisky café, ça fait un peu Irish coffee d'ailleurs.
De plus en plus raffinée et diversifiée, depuis 10 ans, la bière connaît une révolution. Et ça se voit. En 1980, la France ne comptait que 30 brasseries. Aujourd'hui, il y en a 1200, dont une dizaine rien que pour la région de Saint-Étienne. Et ce chiffre pourrait encore augmenter. On a beaucoup plus de combinaisons possibles du fait des méthodes de production, donc que ce soit au niveau des céréales ou des différentes sortes de houblons, des différentes sortes de levures utilisées. Et donc du coup, on a une combinaison quasi infinie. Déguster la bière, c'est à la mode, et ça, le monde de la gastronomie l'a bien compris. Résultat, la mousse commence à empiéter sur le vin. La bière est en train de vraiment de se développer. Les restaurants font des cartes, mais bière. La brasserie stéphanoise a mis un produit chez les 3 gros qui propose à leur dessert une bière artisanale et régionale. On referme cette édition avec un fan de boomerang, un Varois qui participe à des compétitions de niveau international. Une passion qu'il partage en fabriquant depuis peu des boomerangs dans son atelier. Il y en a de différentes formes, de différentes tailles, de différentes couleurs et de différentes matières, bois, plastique ou carton. Bienvenue dans l'univers du boomerang et de ses origines australiennes, mais pas seulement. Ça, c'est l'ancêtre du boomerang. C'est avec ce modèle-là qu'on chassait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce sont des objets qui sont très très lourds, un peu plus grands que les boomerangs, qui n'ont pas de profil en aile d'avion, donc qui ne peuvent pas revenir. Et donc, il a été fabriqué au temps des Gaulois. Donc, comme quoi le boomerang aussi était présent en Europe. Depuis 25 ans, Stéphane Marguerite s'est pris d'une passion pour les boomerangs. Lanceur de niveau international, il est aussi constructeur. C'est dans cet atelier, dans l'arrière-boutique, qu'il perpétue une tradition de fabrication millénaire. Vous avez le boomerang qui est fabriqué dans du bouleau finlandais. En fin de compte, c'est le meilleur contreplaqué au monde. Donc là, il est recouvert avec du noyer par-dessus. Donc pour donner un aspect évidemment un petit peu plus sophistiqué. Et puis après, vous avez différents standards de boomerang qui vont plus ou moins vite, plus ou moins loin, plus ou moins haut. On peut faire ce que l'on veut. Faire ce que l'on veut, mais à condition de ne pas perdre de vue le plus essentiel, le boomerang, profilé comme une aile d'avion, doit évidemment revenir à son point de départ. Le boomerang, il se lance toujours à la verticale et non pas à l'horizontale comme un frisbee, puisque c'est un principe physique, là, donc c'est toujours le même principe pour le lancer. Les passants sont médusés, car il faut bien le dire, le boomerang est un objet que l'on avait un peu oublié. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le boomerang a toujours été présent, il y a des compétitions, il y a une communauté boomerang de par le monde. Des compétitions et une fédération. Stéphane Marguerite participera d'ailleurs à la Coupe du Monde de boomerang qui se déroulera au Nouveau-Mexique l'an prochain.